Bonjour, je reçois aujourd'hui l'historien Georges Bensoussan, dont le livre « Un exil français, un historien face à la justice » vient de paraître tout récemment. Alors ce livre est assez complexe, c'est difficile à résumer, mais on va essayer d'y arriver. Ce livre retrace les difficultés qu'a connues Georges Bensoussan à la suite de déclarations qu'il a faites sur la radio France Culture il y a quelques années. Et puisqu'il est là, je vais lui demander tout de suite de me dire comment il s'est trouvé imbriqué dans une affaire qui finalement a amené à la rédaction d'un livre de plusieurs centaines de pages. Et vous ne vous attendiez absolument pas que les quelques mots que vous avez prononcés à France Culture entraînent cette avalanche d'ennuis, en particulier de procès, qui vous ont valu des tas d'ennuis personnels. Et j'aimerais bien que vous le disiez vous-même à nos téléspectateurs. Je vais essayer de résumer l'affaire. Comme vous dites, c'est assez complexe, mais tout part d'une émission de France Culture, au micro d'Alain Finkielkraut, l'émission Réplique, en octobre 2015. Une émission sur la laïcité, le sens de la République. En face de moi, Patrick Weil. Et dans le feu du débat, je cite de mémoire les propos d'un sociologue français d'origine algérienne, qui s'appelle Smaïn Lacher, lequel disait, dans un documentaire qui allait être diffusé sur France 3 quelques jours plus tard et auquel j'avais moi-même participé, il disait des propos très courageux sur l'antisémitisme d'atmosphère qui régnait dans les familles arabes, disait-il. Il ne disait pas une partie des familles arabes, il disait dans les familles arabes, il existe un antisémitisme déposé dans la langue, je cite ici, sur la langue, depuis le temps j'ai fini par apprendre la déclaration par cœur, il est dans l'air qu'on respire. Voilà la formule exacte, il est dans l'air qu'on respire. J'ai trouvé ça très courageux, et je continue à le penser, c'est très courageux. Je cite de mémoire, mais au lieu d'utiliser la métaphore de l'air qu'on respire, j'utilise une autre métaphore, l'antisémitisme était au sein de la mer. Bon. Et ça me vaut, c'est le déclenchement d'une campagne lancée par une pétition largement ancrée à l'extrême gauche, par des militants qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultra-gauche, avec quelques indigénistes à la clé, une vingtaine de personnes, pas plus. Et très rapidement, dès lors qu'on m'accuse de racisme, parce que c'est ça dont il s'agit, je suis un raciste, on demande au CSA de réagir. Le CSA va demander à France Culture un droit de réponse au sociologue en question, lequel n'a pas écouté l'émission, mais on lui a fait écouter, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais alors il m'accuse lui aussi, et d'ailleurs il finira par déposer plainte. Et il m'accuse, et dans son droit de réponse, ce qui est très étonnant, c'est qu'au lieu de parler de la métaphore du lait tété au sein de la mère, il utilise la métaphore du sang. C'est-à-dire qu'il m'accuse de parler de sang, donc d'une transmission biologique. Et c'est ça qui est très frappant. Alors je vais faire une petite parenthèse ici, parce que je vais quand même dire qui vous êtes, parce que nos téléspectateurs pourraient peut-être ne pas vous connaître directement. Donc je préfère dire que vous avez consacré vos travaux à l'antisémitisme, à la Shoah, au sionisme et aux articulations entre histoire et mémoire. Vous avez été rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah, responsable éditorial du mémorial de la Shoah à Paris, et votre travail consistait en quelque sorte à placer la Shoah dans l'histoire globale du monde et de l'Occident, en montrant qu'il s'agit d'un aboutissement et non pas d'une anomalie. Parmi vos ouvrages, il y a Les territoires perdus de la République en 2002, où vous vous penchez sur la résurgence de l'antisémitisme dans les banlieues françaises, et plus particulièrement parmi les jeunes d'origine maghrébine. Alors, cela m'amène à vous poser la question suivante. Lorsque vous avez dit dans cette émission que l'antisémitisme était en quelque sorte naturel dans ce milieu maghrébin parce que on le tétait avec le lait de la mer, est-ce que vous pensiez sérieusement que tous les Maghrébins tétaient le lait de leur mère et en même temps l'antisémitisme? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Lorsque l'on dit en historien les Allemands sous le nazisme ou les Polonais sous l'occupation allemande, est-ce qu'il s'agit de tous les Allemands? C'est de tous les... Non, c'est une figure de style en français. Et d'ailleurs, je rappelle que le sociologue en question disait dans les familles arabes, et personne d'ailleurs ne l'a inquiété pour ça, et tant mieux. Il se trouve que moi, je reprends cette citation de mémoire et on me poursuit. Donc la vérité, c'est quelle est la nature, quel est le véritable sens des incriminations, quel est le sens de ces poursuites qui vont devenir des poursuites judiciaires. C'est un sens politique, bien sûr.
C'était, d'une certaine façon, l'homme à abattre et il s'agit de comprendre pourquoi. Et ce qui est très étonnant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'utilisais la métaphore du lait, c'est-à-dire de l'éducation, de la transmission culturelle. L'air, le lait qu'on respire, c'est exactement la même chose même. Et brutalement, dans la bouche de mes détracteurs, ça devient le sang. Alors le sang, c'est biologique. Le sang, c'est la transmission génétique. Or, je n'utilisais pas cette métaphore-là. J'utilisais une métaphore culturelle, la transmission généalogique. Ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc la vraie question, c'est de savoir, mais qui m'en voulait à ce point pour essayer de me chercher, comme on dit, des poux dans la tête pour m'intenter un procès pour des propos que je n'avais pas tenus. Je n'ai jamais parlé de sang. Alors est-ce que c'est parce que vous étiez juif qu'on vous a intenté cette polémique? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne vois pas d'emblée de l'antisémitisme derrière. Je pense qu'on m'en voulait d'être le rédacteur principal des Territoires perdus de la République, un livre qui a fait beaucoup de bruit, surtout au bout de quelques années, pas tout de suite, et dont l'expression, le mot même a été repris par Jacques Chirac, le président, dès 2003. Le livre est sorti en 2002, il y a déjà 19 ans. Nous dénoncions avec 6 collègues enseignants d'éducation nationale, où j'étais moi-même d'ailleurs, je venais à peine d'arrêter l'enseignement depuis 2 ans, nous dénoncions dans les banlieues françaises une emprise de plus en plus grande de l'islamisme, c'était il y a 19 ans, je le rappelle, on n'était pas encore à la période des attentats, de l'antisémitisme, et quand nous avions simplement sollicité le témoignage, à la demande de mon éditrice chez Fayard, le témoignage d'un certain nombre d'enseignants que je connaissais, puisque j'avais monté le service des formations de l'histoire de la Shoah au Mémorial, donc je connaissais déjà un certain nombre d'enseignants français, qui se sont mis à me parler, chacun étant très isolé dans sa discipline et dans son lycée, avait peur de parler. Et puis on a réuni un certain nombre de témoignages. On en a retenu 6, enfin 6 enseignants, qui nous faisaient état d'une situation de plus en plus délétère. Mais pas seulement en matière d'antisémitisme. Ils montraient la progression du racisme en règle générale, entre autres anti-noirs. Ils montraient la progression du sexisme et la régression, ça c'était le plus frappant, de la condition des filles et des femmes dans ces fameux quartiers sensibles, dans ces fameuses cités. À savoir que tout ce qu'on avait acquis en France depuis la Révolution et surtout depuis la République, la Troisième République, en matière d'émancipation des femmes, était en train de régresser dans ces fameuses cités. Alors pour quelle raison? Alors je termine. On m'en voulait pour ça, et on m'en voulait surtout, et ça je l'ai découvert lors du procès qu'on m'a intenté, pour être l'auteur en 2012, quelques années auparavant, du livre Juifs en pays arabes, dans lequel, au terme d'un travail d'historien, pas d'un travail d'idéologue ni d'essayiste, d'un travail dans les archives de plusieurs pays, et pas seulement de France, je montrais que au XIXe siècle, bien avant l'apparition du sionisme et de l'État d'Israël, les relations judéo-arabes dans les pays d'islam étaient des relations globalement dégradées, des relations marquées sous le sceau de la domination, sous le sceau de l'oppression, sous le sceau de l'infériorité. Donc d'avoir cassé ce mythe de l'entente judéo-arabe, du mythe du vivre ensemble, pour une certaine gauche bourgeoise, une certaine gauche culturelle bourgeoise, sans compter les courants indigénistes, eh bien c'était un crime impardonnable. Donc les Territoires perdus, et cela, ça faisait déjà beaucoup. Je laisse de côté l'historien du sionisme. Et pour ces gens-là, bien évidemment, c'était un grief supplémentaire. Voilà les raisons qui fait que ces gens-là étaient en embuscade et qu'ils ont trouvé la l'aubaine dans cette émission de France Culture dont ils vont détourner le sens, prendre une phrase extraite de son contexte pour m'amener au tribunal. Alors, en ce qui concerne les Territoires perdus de la République, quelle est votre idée directrice? Pourquoi ces territoires sont-ils peu à peu perdus? Simplement, lorsque j'ai commencé à créer les formations d'enseignement sur la Shoah au Mémorial, en 1995, je voyais venir vers moi des enseignants qui me parlaient toujours en catimini, toujours au moment de la pause café, toujours au moment du départ, jamais en présence de leurs collègues, de difficultés de plus en plus grandes qu'ils avaient d'enseigner l'histoire de la Shoah dans les classes de certains collèges ou de certains lycées. Et lorsque mon éditrice, en 2002, au sujet de la réédition d'un autre livre qui n'a rien à voir avec cela, me parle d'une réédition à l'identique, je lui dis non, la situation a beaucoup changé, je suis témoin de tant et tant et tant de choses. Elle me dit lesquelles, je lui raconte et elle me propose d'en faire un nouveau livre. C'est là l'émergence des Territoires perdus de la République. Et nous constations, nous enseignants de terrain, à Paris, en banlieue parisienne, parce que le livre était très centré sur Paris et l'Île-de-France, dans les éditions ultérieures, on s'est ouvert un peu à la province, nous constations une situation de plus en plus dégradée dans les banlieues, où l'islamisme progressait, où la mosquée devenait une instance de régulation du savoir, où il y avait des enfants qui disaient « mais à la mosquée, c'est pas ce qu'on nous raconte, on ne peut pas vous croire, etc. » Et je le rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, antisémitisme, sexisme, racisme, homophobie, etc. Ça prenait des allures très inquiétantes. Et nous n'étions en fait qu'au début d'un processus. Et ensuite,
Venons-en maintenant à votre procès directement. Oui. Comment les choses se sont-elles enclenchées ? Le sociologue, je ne sais pas ce qui l'a motivé, parce que nous disions rigoureusement la même chose. Oui, l'air qu'on respire. Même ce qu'il dit, lui, est peut-être plus fort que ce que vous avez dit. Parce qu'il dit les familles arabes et l'air qu'on respire. Voilà. Nous disions rigoureusement la même chose. Il a cédé à quelle pression pour porter plainte contre moi, je n'en sais rien. Bref, il dépose plainte contre moi un mois plus tard. Entre-temps, Alain Finkielkraut a été obligé de lire son droit de réponse imposé par le CSA. La mort dans l'âme, il l'a lu. Et 3 mois plus tard, le sociologue retire sa plainte. Donc, l'affaire est terminée. Et justement, elle n'est pas terminée. Pourquoi ? Parce que le CCIF, organisation dissoute depuis l'assassinat de Samuel Paty, le CCIF dépose un signalement au parquet 5 mois après les faits. Tout se passe comme si le CCIF sentant sa proie s'éloigner. CCIF, c'est le Conseil contre l'islamophobie, ou le comité, je crois, contre l'islamophobie en France. Bon. L'organisation, qui est franchement une organisation islamiste, on le sait aujourd'hui, elle n'a pas été dissoute pour rien l'année dernière par le gouvernement, dépose un signalement, et c'est ce signalement qui va donner lieu au procès, à la condition que le parquet donne suite. Or, le parquet donne suite. Le parquet donne suite, c'est la première surprise. Pour quelle raison, à votre avis ? Et le parquet donne suite au signalement, donc il y aura procès. Et lorsque je suis relaxé quelques mois plus tard, le parquet fait appel de la relaxe. Et il y aura donc un procès en appel. Donc le parquet est intervenu 2 fois. Pour quelle raison ? C'est là la vraie question politique. Mon sentiment, c'est que à ce moment-là, dans le gouvernement dirigé par François Hollande, nous avions un parquet et donc un ministère de la Justice qui semblait peut-être craintif et qu'il fallait donner des gages à ces fameuses populations des territoires perdus. Il fallait les calmer, parce que la grande hantise du pouvoir politique en France depuis 2005, c'est la réédition des émeutes de 2005 et de 2007. Donc on donne des gages. Et s'il faut sacrifier un historien pour cela, on le fera. Je crois que la raison profonde est une raison politique. Au procès, Alain Finkielkraut, cité comme témoin par vous-même, a dit « Les associations antiracistes ne luttent plus contre le racisme. Leur objectif est d'interdire de penser. Il s'agit de soustraire la réalité à l'investigation et les musulmans à la critique. » Alors, est-ce vrai que la liberté de s'exprimer en France n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, qu'il y a de plus en plus de restrictions? On ne peut plus dire ce qu'on veut? Je pense que c'est un constat d'évidence, ça saute aux yeux de tous nos contemporains, de tous les Français qui nous écoutent. La liberté d'expression a régressé comme peau de chagrin depuis 30 ans en France. C'est-à-dire que le débat, au lieu de rester un débat intellectuel, se passe aujourd'hui devant les tribunaux. Il est judiciarisé. Et pour un oui et pour un non, au nom d'un certain nombre de lois d'ailleurs, on porte plainte. Et c'est ce qui fait que la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'expression n'est plus possible. Je pense à quelque chose de précis. Claude Lévi-Strauss, en 2003, prend position concernant le procès de Michel Houellebecq, qui avait été accusé par le même CCIF d'islamophobie, de racisme. Et il dit que ce qu'il a écrit dans Triste Tropique sur l'islam en 1955, il ne pourrait plus l'écrire aujourd'hui. Il serait poursuivi dans les tribunaux. Alors c'est un exemple parmi des centaines. La liberté d'expression a considérablement régressé et aujourd'hui, on mesure son expression, on pèse ses mots au trébuchet parce qu'on sait que ça peut vous amener au tribunal. Et dans ces conditions, le débat intellectuel a régressé au profit d'un débat moraliste entre le bien et le mal, alors que le débat intellectuel, c'est pas le bien et le mal. Le débat intellectuel, c'est le vrai et le faux. Mais du vrai et du faux, on est passé au bien et au mal, et avec en plus cette ligne rouge qui est « est-ce que vos propos servent le Rassemblement national ? Est-ce que vos propos peuvent alimenter le racisme en France ?» À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus parler. Alors que si je parle, moi, en historien, par exemple, lorsque je fais des travaux d'histoire sur archives, lorsque je tombe sur des documents qui me déplaisent, parce que d'une certaine façon, ils vont contre ma propre perception des événements, si je les mets de côté, je ne fais plus un travail d'historien, je fais un travail d'idéologue. On en est là aujourd'hui en France, où certains faits sont mis de côté parce qu'on craint qu'ils cassent la doxa, la bien-pensance généralisée et ce qu'on appelle entre autres le fameux vivre ensemble, qui renvoie exactement à une réalité contraire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on ne vit pas ensemble. Mais bien sûr, on ne vit pas ensemble, on vit les uns à côté des autres. Voilà, chacun vit de son côté. Et alors pensez-vous que votre procès vous a amené à changer votre façon d'écrire, de procéder, de réfléchir,
Vous vous méfiez maintenant? Oui, bien sûr, comme tout un chacun, comme tous mes contemporains, tous les interlocuteurs que je connais. Vous avez cité Alain Finkielkraut, oui, lui, comme beaucoup d'autres, comme Pierre-André Taguieff, comme tous ceux qui m'ont aidé particulièrement dans ce combat, Pascal Bruckner et beaucoup d'autres qui ont été à mes côtés. Nous pesons aujourd'hui chaque mot. Nous savons que nous pouvons nous retrouver demain au tribunal, au nom d'une mésinterprétation de la loi de 1972, c'est-à-dire la clause d'incitation à la haine raciale. La haine, ce n'est pas un délit, la haine. La haine, c'est un sentiment. Alors, elle est mesurée, c'est l'incitation à la haine raciale. À partir de quand ça commence, l'incitation à la haine raciale? Vous pouvez accuser n'importe qui, quand il énonce une vérité, d'incitation à la haine raciale. Mais le drame, c'est que si je décris une situation de racisme venue d'une partie de certaines populations, on va m'accuser d'ostraciser, d'essentialiser ces populations. Donc, celui qui dit « halte au feu » ou « alerte à l'incendie » est devenu l'incendiaire par une interprétation perverse de la loi de 1972. N'y aurait-il pas moyen d'inventer ou d'imaginer un système qui permettrait, avant de passer au tribunal, un dialogue entre les différentes parties mises en cause? Par exemple, dans votre affaire, là, le lait de la mère et l'antisémitisme, est-ce qu'il n'y a pas on ne pourrait pas rêver ou qu'il y ait une instance qui permette de discuter entre des spécialistes, entre des... Ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose pour éviter... Plutôt que de confier un rôle démesuré aux juges qui n'ont pas en fait réellement la compétence. Exactement. Pour dire si les choses sont correctes ou pas. Ou exactement. Donc ce serait, si on ne veut pas toucher à la loi de 1972, ce serait peut-être la meilleure des choses d'instaurer une instance de décision, de régulation pour éviter ce type de procès inutile qui mobilise tout l'appareil de la justice. Pourquoi? Pour rien. Pour une phrase sortie de son contexte. Alors qu'on sait que la justice française est encombrée, avec des années d'attente dans les procédures, on a dépensé, là, je ne sais combien de milliers et milliers d'euros de la justice pour un procès totalement inutile. Mais avant même qu'on en arrive à une instance de régulation, on pourrait tout simplement commencer par dialoguer. Par exemple, ce sociologue qui porte plainte contre moi, je lui ai demandé à plusieurs reprises de me répondre au téléphone, de répondre à mes mails, ou simplement de se rencontrer autour d'un café. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. On ne s'est jamais rencontré. Est-ce peut-être aussi dû au fait, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a des spécialistes de ce genre de poursuites et qui, à partir du moment où ils croient déceler une faille dans votre raisonnement ou dans votre discours, dans vos écrits, s'en emparent pour faire la promotion de leur idéologie ou la leur propre. Oui, bien sûr. Vous avez une universitaire là, qui vous a poursuivi aussi. Oui, c'est une prof d'histoire-géographie. Elle n'était pas spécialement concernée par cette affaire. Oui, vous avez raison. C'est une professeure d'histoire-géographie qui est apparemment une spécialiste de ce type de procédure, hein, je crois, mais elle est représentative de tout un courant dans l'époque où vous avez une meute de gens... De justiciers autoproclamés. De justiciers, de délateurs de profession, voilà. Ce que René Char appelait en 1962 à propos des gens enragés contre son ami Camus qui venait nourrir, des pétainistes invertis. Je trouve que l'expression est très juste. Ce sont des gens qui, évidemment, se réclament de l'anti-Vichy, de l'anti-Pétain, du progressisme et de l'esprit de la résistance, et qui agissent exactement comme de petits médiocres délateurs de la période de l'occupation. Ils passent leur temps en pétition, en dénonciation et en demande d'interdiction professionnelle, parce que c'est... J'ai oublié de le dire, ça s'est traduit par un certain nombre d'enseignants, pas très nombreux, 5 ou 6, mais c'est déjà 5 ou 6 de trop, qui ont écrit à la direction du mémorial de la Shoah où je travaillais pour demander mon exclusion. C'est exactement le client insatisfait qui demande au patron la tête de l'employé qui ne lui revient pas. La mort professionnelle. C'est une mort professionnelle. Et ils l'ont obtenu d'ailleurs. Il l'a obtenu puisque le mémorial de la Shoah m'a gentiment mis à la porte sous prétexte d'un départ en retraite. Par peur, mon nom commençait à être sulfureux, par peur des vagues que cela pourrait faire auprès de certaines populations qu'il fallait apaiser. Alors même que vous aviez été blanchi par la justice... 3 fois. 3 fois, oui. Première instance, appel et cassation. Et cassation. Oui. Et 3 fois, ça n'a pas empêché la direction de ce mémorial, qui prône le combat contre l'antisémitisme, de me mettre dehors, alors que j'avais été attaqué. Pourquoi ? Pour avoir dénoncé l'antisémitisme. Cherchez l'erreur. Hein. Alors j'ai trouvé une phrase amusante dans toute cette affaire. Une sociologue, anthropologue, Nassira Ghenif, qui assure, je cite, que l'insulte « espèce de juif, mes excuses », souvent utilisée en arabe, est passée dans le langage courant et ne signifie pas la haine des juifs. Oui. Alors ça, c'est vraiment un gag. Oui, c'est un gag. D'ailleurs, une grande partie de la salle qui était bondée ce 25 janvier 2017, a ri.
Alors oui, il y a de quoi. Et est-ce que cette expression, espèce de juif, mes excuses, est souvent utilisée en arabe, c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est en arabe, c'est Yehudi Hachak, c'est-à-dire, je vous explique en 2 mots en quoi ça consiste au Maghreb, et il y a l'équivalent au Mashrek. C'est pas exactement les mêmes mots. C'est que lorsqu'on dit le mot juif, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres mots d'ailleurs, mais en tout particulier le mot juif, on s'excuse de l'avoir prononcé comme si c'était une obscénité, un gros mot, quelque chose de vulgaire, si vous voulez. Donc on dit Yehudi juif, Hachak, en quelque sorte, excusez-moi, pardonnez-moi de prononcer un tel mot. Oui, c'est connu dans le langage courant, mais un grand nombre de gens d'origine maghrébine vous le diront, un grand nombre d'historiens le savent, ça a été dit, écrit, raconté partout. Boualem Sansal, l'écrivain algérien, a envoyé une lettre au tribunal pour prendre ma défense en disant que ce que je disais, c'était la vérité pure, ce qu'il voyait lui tous les jours en Algérie, ce qui s'enseignait dans les mosquées. Et la présidente du tribunal a lu sa lettre à l'audience. Et cette expression, on l'entend encore ou c'est quelque chose du passé? Je ne suis pas allé au Maghreb, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je sais que ça fait partie de la culture populaire. C'était utilisé en quelles circonstances? Dans une conversation courante, quand vous employez le mot juif. Et quelqu'un me l'a confirmé d'ailleurs, qui est une grande militante contre l'islamisme en France, c'est l'ex-journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, qui déclarait dans l'Obs en 2018 et qui me l'a ensuite raconté en tête-à-tête lorsque nous prenions un café, qui m'a dit bon, c'est la stricte vérité, c'est ce qu'elle a connu enfant au Maroc. On peut citer aussi les attendus de la Cour d'appel qui a considéré qu'il n'y a pas de provocation à la haine car l'historien n'a nullement visé la communauté arabo-musulmane dans son ensemble, mais insisté à plusieurs reprises sur l'emprise de l'idéologie salafiste. Oui, j'aurais été bien malvenu et totalement stupide de stigmatiser toute une communauté quand je pense d'abord à un certain nombre de gens d'origine maghrébine qui s'insurgent contre la montée du salafisme et qui s'insurgent contre cet antisémitisme. Je pense à Mohamed Louisi, un ancien des frères musulmans, je pense à cet ancien professeur du lycée Averroès de Lille qui a claqué la porte au bout de 4 mois en disant que jamais il n'avait entendu autant de propos antisémites dans un lycée. Ce sont des combats. Ou je pense à la professeure d'histoire-géographie de Toulouse, Fatia Boudjalat. Ce sont des gens admirables, et donc ce serait de la dernière bêtise d'essentialiser, de stigmatiser toute une communauté, bien sûr que non. Alors vous avez appelé votre livre « Un exil français ». Oui. Cela signifie-t-il que vous vous sentez maintenant en exil? À certains égards, oui. Mais c'est l'exil d'un Français en France. Rien d'autre. Ça n'est pas l'exil d'un Juif de France ou d'un Français juif en France. C'est l'exil d'un Français en France, parce que cet exil, que lorsque je parle à des amis, à mes contemporains, entre autres à tous ceux qui m'ont soutenu, et qui sont très très nombreux, ils éprouvent le même sentiment d'exil. Le sentiment de ne plus se reconnaître dans le pays qu'ils ont aimé, où un certain nombre de pôles culturels qui étaient les leurs sont en train de vaciller. C'est-à-dire qu'en clair, le visage du pays a profondément changé, on peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais pour nous, pour un certain nombre de mes contemporains, c'est quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas s'habituer. Oui, nous ressentons tous profondément un exil, et c'est pour ça que j'ai mis cette fameuse citation d'Edgar Quinet à la fin du livre, que le pire exil n'est pas d'être à l'étranger, c'est de ne plus se sentir tout à fait chez soi dans sa propre patrie. Georges Bensoussan, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission pour présenter votre livre « Un exil français, un historien face à la justice », qui est paru aux éditions de L'Artilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.